nous a jamais parlé de Louise Michel à l'école. On était à Broncourt, on ne parlait pas de Louise Michel. Non, ça parlait pas ça. Donc c'est venu pour les 100 ans de la commune en 1971. En fait, son père, c'était peut-être pas le fils du châtelain, mais un monsieur qui avait un château. Non, c'est ou le père ou le fils. On ne sait pas lequel des deux. Il m'aura fallu plus de 2 ans pour écrire mon roman biographique sur Louise Michel. Je pensais que l'abondance de ses écrits m'aiderait à bâtir mon récit. Mais ces nombreuses publications se sont avérées aussi redoutables que précieuses parce qu'elles relevaient de son imaginaire, de ses aspirations poétiques, de ses objectifs idéologiques et de ses souvenirs. Or, quoi de plus fluctuant, de plus subjectif que des souvenirs? Comment dérouler à partir de ce flot bouillonnant un fil narratif qui m'appartienne? Comment élaborer un personnage romanesque dont je parviendrai à prendre les rênes avant qu'il n'obtienne lui-même son autonomie? Il me fallait me détacher de Louise Michel pour mieux écrire Louise Michel. Afin de la découvrir à travers d'autres voies que la sienne et de prendre du recul, je me suis plongée dans la lecture des ouvrages qui lui sont consacrés. Il existe autant de visions admiratives que de discours haineux à son propos. D'un côté, elle a incarné la violence de la destruction sociale, l'hystérie des femmes qui s'insurgent, le débordement populaire qui brûle Paris. De l'autre, le combat courageux des femmes pour plus d'équité, le dévouement révolutionnaire dans ce qu'il a de plus noble, l'oubli de soi pour aider les autres. Son destin m'a alors semblé trop lointain, comme si le symbole qu'elle représentait avait pris le dessus sur la femme de chair et d'os qu'elle avait été. Louise Michel me fascinait et continuait à m'échapper. Je ne trouvais ni l'angle ni le style pour me sentir juste et fluide dans mon récit de sa vie. J'avais besoin de me rapprocher d'elle d'une manière plus concrète. Je suis donc allée à Broncourt, dans le village où elle a grandi. J'ai visité son école, pris le chemin qu'elle empruntait tous les matins, bavardé avec des villageois dont les ancêtres avaient côtoyé Louise. J'ai écouté leurs drôles d'anecdotes, si révélatrices des enjeux idéologiques qui imprègnent encore aujourd'hui notre mémoire collective de cette femme et plus généralement de la commune. J'avais besoin de comprendre les ressorts intimes de son évolution pour raconter avec honnêteté comment cette petite bâtarde, comme on l'appelait, fille illégitime d'une domestique, née dans un château de Haute-Marne, était devenue une institutrice moderne, puis une révolutionnaire incorruptible. Son abondante correspondance, la littérature classique du XIXe siècle et des documents d'archives m'ont aidé à trouver la juste distance, celle qui me permettait d'incarner Louise, de lui donner une voix qui soit aussi la mienne, de l'entourer d'imaginaire pour la rendre encore plus réelle. J'ai ainsi fini par ouvrir la porte de mon roman. Et ce fut grâce à Marianne, la mère de Louise. Je me suis en effet immergée dans la Haute-Marne du XIXe siècle. J'ai mesuré la violence, la honte et la douleur ressenties par cette jeune femme pieuse et pauvre, tourmentée par sa grossesse et terrorisée par la naissance de son enfant illégitime. J'ai donc rencontré Louise dans le ventre de sa mère, et tout a commencé. Automne 1829. Pataugeant dans la boue de novembre, Marianne rentre au château de Broncourt, dont les 4 tours carrées surplombent les coteaux boisés. L'air est frais. Elle lève la tête vers le ciel, bas et gris. La neige pourrait venir tôt cette année. D'un pas aussi lourd que le ciel, elle longe le champ dans lequel 2 attelages de bœufs tirent de massifs charrues et retournent la terre. Les hommes lui paraissent dérisoires à côté des énormes bestiaux, tête basse. Le sol doit être dur. La motte grince contre le versoir qui enfouit le fumier dans les sillons. La jeune femme s'arrête soudain, prise de vertige devant la terre éventrée. Elle se concentre sur la ligne que creuse l'un des paysans, cherche dans sa rectitude son propre équilibre. Saisie de nausée, elle se tourne vers le château. Ces vieilles pierres, aussi dégradées soient-elles, sont devenues son refuge. Sa besace, pleine de linge propre, pèse trop sur ses épaules minces. Elle la pose un instant à ses pieds. Ses mains tremblent, mais pas de froid, non. Marianne a l'habitude de la rudesse des hivers de Haute-Marne. Elle observe fixement ses doigts qui tressautent, indépendamment de sa volonté, reflet de la pensée qu'elle n'a osé formuler pendant quelques semaines, prélude à la certitude qui la sidère maintenant. Elle ne peut plus se le cacher. Cette fois, c'est sûr. Son ventre déjà s'arrondit. Elle est enceinte.